819-827-2346. Bon, on a décidé de faire un exercice avec Fabien Major, qui est planificateur financier, animateur du balado Le Planif, ici même à Cube. Fabien, bonjour. Bonjour. Puis je me disais, les intermédiaires, les consultants, les comptes de dépenses, on peut-tu faire le ménage là-dedans, essayer de comprendre? Toi, tu dis il faut, hein? Oui. Oui, ben c'est ça. Là, d'abord, tu parles de valeur ajoutée. On va y aller tout de suite là, à propos des intermédiaires. Qu'est-ce que tu entends par valeur ajoutée? Valeur ajoutée, c'est est-ce qu'on reçoit quelque chose en retour? C'est bien le fun de payer un intermédiaire, mais si on n'a pas quelque chose qui favorise notre intérêt, ben on paye dans le vide. C'est simplement ça. Ouais. La valeur ajoutée, bien évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Comme planificateur financier, il y en a qui doutent. Mais il y a plein d'études qui montrent que quand on est suivi sur plusieurs années, notre patrimoine augmente de 1 à 3 %. Même s'il y a des frais de gestion, après tout, là, il reste de l'argent. Mais dans le domaine financier, attention, en succursale, c'est autre chose. Des fois, on va acheter des fonds communs qui vont jusqu'à 2,5 %. Mais là, si vous n'avez pas de conseil puis un suivi très étroit avec tout le temps la même personne, genre pendant 15 ans... En fonction de ton profil à toi, là. Ben oui. Mais un suivi étroit, ça veut dire on aide dans la décision pour l'hypothèque, pour les dettes, les rénovations, l'éducation des enfants. Il y a toujours des questions personnelles. Avec un planificateur qui nous suit à la trace, la valeur ajoutée perceptible, c'est facile. Quand on se pose la question, je pense que les chances sont bonnes qu'il n'y ait pas de valeur ajoutée. Quand parler des courtiers immobiliers, des agents de talent, vas-y, là, selon ta liste, parce que c'est vraiment intéressant parce que plus tard, on va parler d'un peu de valeur ajoutée. Oui. Alors, les courtiers immobiliers, moi, je pense que la grande majorité méritent leur commission, mais elle est négociable. C'est ça la meilleure nouvelle, je pense. Vous faites des affaires avec quelqu'un, négociez et dites-lui, mets-moi sur papier tout ce que tu vas m'offrir pour m'aider à valoriser justement ma propriété, parce que la bonne valeur ajoutée, ça aussi, je pense que ça prend de l'expérience là-dedans. Là. Mais sur une propriété, disons, de 600 000, une commission de 30 000 plus les taxes, c'est énorme. Mais la valeur ajoutée, c'est souvent se protéger contre soi-même avec des potentiels vices cachés, des trucs comme ça. Là. Non, mais attends, là, Fabien, moi, je le vis, là. Ouais. L'inspecteur, là, le crosseur, là, qui m'a chargé 1 500 pièces, qui n'a rien vu, qui ne s'est pas passé la tête dans le grenier, qui a pas, tu sais, il ne peut pas voir à travers les murs. Les inspecteurs, c'est une arnaque. Le nombre de gens... Je suis pas sûr. Je devrais te plaindre là-dessus, là, parce qu'il y en a qui sont accrédités et tout, puis qui doivent absolument passer à travers une liste de tout ce qu'il faut regarder. Ils passent à travers la liste, mais ils le voient pas, ils l'ont pas vu. Puis si tu arrives, tu découvres quelque chose, tu peux pas revenir contre un inspecteur. Fait que là, tu te fais avoir. Ben oui. Il n'y a pas de valeur ajoutée à ça, là. Ben, je suis pas sûr. C'est ton cas, Benoît, puis écoute, un cas qui est répandu. Les gens qui disent « Hey, j'ai eu une mauvaise surprise. » Puis là, tu appelles l'inspecteur. « Ah ben non, je suis responsable de rien. » Ça, c'est des lacunes, ça, dans le système présentement. Okay. Les courtiers immobiliers, là, c'est parce que tu disais, là, une maison de 300 000, ils chargeaient 4-5 % de commission. Une maison, maintenant, d'1 million, c'est plus le même 4-5 %. Non, c'est hallucinant parce que le fait que c'est un point de pourcentage en gros dollars, ça s'additionne. Puis une maison qui se revend au fil du temps, on peut se retrouver facile avec 15-20 % qui disparaît au total là, sur une période de 20 ans en commission. Mais moi, je pense que l'angle mort, là, c'est certainement l'annulation ou pas de la fameuse prime, la commission qu'on peut payer. En fait, qui est du vide, c'est la pénalité hypothécaire. Parce que quand on brise son hypothèque, la majorité des gens prennent du 5 ans, les couples, ça dure 3 ans. Alors, assurément, on va avoir à payer à un moment donné une pénalité hypothécaire. Il faut absolument regarder ça quand on souscrit. Ça se négocie-tu avec la banque? Ça se discute avec le courtier hypothécaire. Avec la banque, c'est indiscutable. C'est souvent figé là. Oui. Mais si tu achètes une autre maison... Ils peuvent transférer, tu peux t'entendre, tu peux négocier. Oui, mais bref, là, on cherche la valeur ajoutée. Oui. L'agent de talent, ça, tu trouves que c'est une valeur ajoutée?
Bien, les agents d'artistes, ça peut valoir, surtout quand l'agent a énormément de contacts au niveau des producteurs, au niveau publicitaire. Ça se remarque. Mais un paquet d'artistes ont fait le choix au fil des ans qu'avec un peu d'expérience, un peu de jugeote, ils sont capables d'être agents pour eux-mêmes et défendre leurs propres intérêts. Là. Et prendre leur propre pourcentage. C'est ça, parce que jusqu'à 20 c'est pas mal. Là. Okay. Fabien Major, là, on cherche la valeur des intermédiaires. Un peu de valeur ajoutée. Tu dis souvent questionnable. Lesquels? Oui, bien, Uber Eats, DoorDash, là, 30 sur livraison parce qu'on reste écrasé sur le sofa en regardant le Canadien. Ça, c'est un peu discutable, mais surtout, moi, je me dis, oui, mais si je me lève, je fais de l'exercice, je brûle des calories, je vais aller me le chercher, ça va être moins cher. Ben oui, il y a un résultat concret. Un repas de 30$ au resto, ça coûte 40-45$ avec frais de livraison pour boire intégré. Mais écoutez, là, qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette aussi? Là? La valeur ajoutée, c'est souvent le temps qu'on n'a pas pris pour faire autre chose. C'est là qu'elle est perceptible. Ouais. C'est un peu, là. Puis, un peu de valeur ajoutée, les banques traditionnelles, parce qu'on a des frais mensuels là-dessus, c'est de 15 à 25 $ par mois au Canada. Il y a des frais de change. Ça, attention à ça. Les frais de change, là, ceux qui sont souvent à l'étranger, en déplacement, 2 à 3 % sur transactions en devises étrangères. L'écart, il y a un écart de change. Les gens vont dire à la banque que c'est pas une commission, mais on retient 1,5 à 3 % sur le taux interbancaire. C'est pas une commission, donc c'est quoi? Bien, c'est ça, sur les mots, là. Écart. Ça, c'est le plus original que je peux trouver, là. C'est la même chose avec un CPG. Quand on achète un CPG, on va dire, oui, mais il n'y a pas de frais de gestion pour un CPG, dépôt à la banque, à la caisse. Oui, mais c'est quoi? C'est un écart entre le taux qu'on prête l'argent qu'on a déposé. On a déposé 10 000. Ils vont le reprêter à quelqu'un d'autre, l'écart de taux. Si nous, ils nous donnent 2 puis ils reprêtent l'argent à du 7, c'est le fameux 5 pour OK, moi, donc pour savoir si tu fais avoir par un intermédiaire, il utilise le mot « écart ». Oh. Là, tu viens de comprendre. Les plateformes musicales. Oui, bien Spotify, en 2025, a versé plus de 10 % de royautés supplémentaires sur une façon annuelle, un calcul annuel, mais à peu près la moitié de ces versements atteint les artistes directement. Alors, ça aussi, moi, je trouve qu'il y a un peu de valeur ajoutée si on est grand amateur de musique, on en écoute tout le temps. Autrement, achetez-vous des disques, achetez des tunes à la pièce. Parce que de passer à travers un catalogue, on a beau vous dire, on a 10, 15, 20, 30 millions de musiques, on n'a pas assez d'une vie pour toutes l'écouter. Alors, c'est des fractions de tout le catalogue qu'on écoute. Mais toutes les plateformes musicales n'investissent pas dans la production de musique. C'est très, très rare. À moins d'événements, des shows en public, on voit de temps en temps des événements avec Apple Music, mais c'est très rare. Tu fais bien de le remarquer. Pas ou peu de valeur ajoutée aux intermédiaires. Là, tu dis, Fabien, pure extraction de nos dollars. Ticketmaster. Oui, Ticketmaster, c'est un monopole. C'est 28 % du prix du billet. C'est quand même énorme. C'est fou, hein? Oui, c'est fou. Alors, c'est un monopole. Ça a plus de visiteurs, Ticketmaster, que ses 9 principaux concurrents comme StubHub, Eventbrite, Ticket Center ou Etix. Il n'y a pas vraiment de concurrence, ce qui fait qu'ils prennent nos dollars. Au billet.ca. Oui. Là, c'est la revente. Là. C'est catégorie revendeur. Ouais. On n'a pas utilisé un autre mot. Ça, c'est pire. Quel autre mot tu utiliserais, Fabien? Non, on va laisser faire. Mais il y a aussi les revendeurs de billets, là, les scalpers. Ouais, eux en autres, termes de valeur ajoutée, pas bien. Non, écoute, man, t'en veux-tu des billets? C'est 300 % sur le prix. 300 Ouais. Ils sont vraiment... Ils se frottent les mains. Avec les séries, là, c'est malade. Là. Mais il y a des preneurs. Il y a des preneurs. C'est pour ça, finalement, tant qu'il y a des preneurs, les intermédiaires sans valeur ajoutée s'en donnent à cœur joie. Ah, c'est ça, hein? Le vieux concept de offre et demande. C'est en plein ça. Ouais. Mais pour les frais bancaires, ça, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de demande pour ça. Non. Comme les frais de découvert, 20 à 45 %. Si votre banque vous dit, on a un fameux protection contre les découverts, là. Ah oui, tu as besoin de ça. Ah oui, OK. Bien, c'est très, très, très payant. 20 à 45 $ par incident. Peux-tu dire non à ça? Ben oui, on peut dire non. C'est des options.
Okay. On peut aller aussi dans une autre banque. Mais tu te le fais imposer? Bien sûr, c'est sûr. Ouais. Puis sur les cartes de crédit, arrêtez de magasiner les cartes de crédit en fonction des taux d'intérêt parce qu'il ne faut pas être dans un solde négatif. À la fin du mois, si on ne paye pas au complet, c'est parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait la capacité de gérer votre carte de crédit. Il faut la non, payer mais il y a des bad luck dans la vie, des fois. Ça, c'est exclu parce que les bad luck, ça arrive. Mais si par habitude, là, on regarde les 10 dernières années, combien de fois vous avez réglé votre solde au complet? Si la réponse est non, il est peut-être temps de vous domestiquer puis d'en couper une coupe. Okay. Comment les intermédiaires alimentent l'inflation? Oui, bien ça, c'est un effet de couche sur couche qu'on pourrait dire, parce que chaque intermédiaire va ajouter sa marge sur celle de l'autre. Par exemple, un producteur agricole qui vend des navets. Tu sais, des navets, il y en a quand même quelques-uns. T'en parles de temps en temps. Alors, on a le producteur de navets qui, lui, veut vendre son navet. Il touche 10 à 15 % seulement du prix final. Alors, il faut qu'il en cultive en tas. Et puis, le transport, la distribution, le détaillant, bien, ça fait partie. À chaque couche, tu as un intermédiaire. Il y a un s'additionne. Ben oui, tout le monde s'additionne. Au prix final. Oui, le consommateur, lui, paie la note finale de la commodité. La commodité, bien, c'est la cuisine que fait grand chef Tony. Puis quand c'est rendu chez nous, Uber Eats dit, tu vois, Tony, lui, ça y a coûté 8 piastres de l'offrir, puis tu payes 45. La différence, c'est parti en fumée. Oui. Comment le consommateur peut s'en sortir? Comment on peut se protéger de tout ça? Bien, c'est questionner, puis poser des questions, puis de grâce, lire un petit peu plus sur les finances personnelles et aussi ne pas être victime du marketing. Parce que marketing is the best thing, comme disent bien des marchands, sauf qu'il y a toujours un besoin qui n'est pas fondamental qu'on tente de soulever. Et puis le besoin de se comparer, je ne pense pas que c'est valable. Puis très souvent, le consommateur, il va vers le plus facile, qui est souvent le plus coûteux. Notre paresse coûte cher, hein? C'est ça. De ne pas se lever, de ne pas lire, de ne pas s'informer, de ne pas poser de questions. On finit par payer pour tout ça. Carrément. Puis à la fin de l'année, quand on voit tout ce qui est sorti, puis le peu qui en reste, on a beau chercher des coupables, c'est celui qui est à 18 pouces de l'écran, la plupart du temps, qui est le grand responsable. Ouais. La grande question, Fabien, il est 20. OK, la grande question, les déductions pour représentation. Ouais. Ça, là, est-ce qu'il serait temps d'abolir ça? Puis si on le fait, le Centre Bell est vide. Bien, déjà, au niveau de la représentation, je pense qu'il y a quand même beaucoup de croyances, là. La représentation, on a le droit de le faire, mais pas au complet. La représentation, c'est partiel. Par exemple, si on amène un client, il y a toujours un seuil jugé raisonnable que les agences de revenus vont regarder. Et si la majorité de nos frais d'exploitation, c'est de la représentation, il y a l'utilisation personnelle là-dedans, parce que quelqu'un y va parce que c'est le fun, il a envie de voir le Canadien, mais il ne peut pas partout planter sa représentation. Quelqu'un qui fait que ça va se faire attraper, puis tôt ou tard, il va se faire cotiser, là. La représentation, by the way, on a mis de côté le golf. Ça, là, ça ne passe plus. Le golf, c'est un divertissement. On ne va pas là pour brasser des affaires, on va là parce que ça nous tente. Le souper, après, c'est autre chose. La représentation, le gros calcul, là, c'est la moitié de la facture. Puis dans le cas du golf, c'est que la bouffe, mais il faut que ça soit dans une facture à part. Le Centre Bell, ça peut passer, mais encore, ça dépend du chiffre d'affaires, là. Puis la fréquence aussi. Puis, oui. Puis est-ce qu'il faut mettre le nom derrière la facture de l'invité? Si vous faites vérifier, ça prend le justificatif, le nom de l'invité, dans quelles circonstances, pourquoi. Et ça peut même être demandé, c'est lié à quel produit, qu'est-ce que tu y vends avec ça, là. Puis si toujours Roland qui est invité, ça marche pas. Mais est-ce qu'on devrait abolir ça, les dépenses de représentation? Non, je pense pas, mais il faut les contrôler davantage. Mais déjà, ça a été resserré avec le temps, mais il y a des exagérations. On finit par payer les cabinets d'avocats puis de comptables qui amènent leurs clients au Centre Bell. Ouais. On en paie la moitié de la facture parce qu'ils nous l'envoient en déduction d'impôt. Je suis content que tu parles de ça parce que quand tu traites de l'IA, l'intelligence artificielle, un des premiers postes où est-ce qu'on est capable de sauver des gros dollars, c'est la recherche au niveau du droit. Si votre avocat vous charge 600 piastres de l'heure, sa recherche maintenant lui coûte une fraction. On ne peut plus vous facturer 10 heures pour la recherche à cause de l'intelligence artificielle. Là, on va en sauver. Mais tu as raison de dire que la représentation, ça bascule puis ça fait le prix final d'un service ou d'un professionnel. Mais j'ai bien l'impression que c'est qu'une fraction, là. C'est plus raisonnable. Et puis les parties de bureau?
Les parties de bureau, ça, on a droit, étonnamment. On peut en faire jusqu'à 6 par année, c'est toléré. Un gros party. Puis là, à ce moment-là, on peut passer 100 de la dépense. Mais évidemment, il y en a qui sont toujours en party, mais c'est un autre sujet. Ouais. Alors, en conclusion, Fabien Major, si tu veux épargner sur les intermédiaires, pose des questions, fais des efforts, fais une partie de la job toi-même. Oui, puis chaque fois qu'on te dit un prix, dis « Peux-tu faire mieux? » Ah, c'est ça? Ouais. L'obtiens-tu, ça? Oui, toujours. Okay. Bon, parfait. Ça gèle au début, là, mais... ça tue comme la conversation. Tu vas, OK, je vais y penser. Fabien Major, merci pour cet exercice sur les intermédiaires. Ça fait plaisir. On peut t'entendre sur le balado Le Planif ici à Cube.